Salut à tous. Nous sommes en guerre. Ce 23 février, le méchant Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine sans aucune raison apparente. Il s'agit de l'acte irréfléchi d'un fou furieux qui menace maintenant d'envahir l'Europe entière pour remplacer nos belles valeurs humanistes et démocratiques par son autoritarisme et celui de ses oligarques. Voilà en gros ce que doit penser le travailleur français, endoctriné depuis des années, qui ne s'informe pas et qui regarde uniquement 20 minutes d'infos le soir en rentrant du travail. Ah non, pardon, ça c'est seulement en Russie, évidemment. Car en France, nos médias font leur travail. Ils sont d'ailleurs reconnus pour leur neutralité exemplaire et leur engagement sans faille à transmettre toutes les informations nécessaires à la compréhension d'un événement. Nous sommes très fiers d'eux. Bon, s'ils ont tous oublié de nous parler du contexte de cette intervention, et notamment de ce qui s'est passé ces 10-15 dernières années, c'est uniquement par manque de temps. Le fait que ces informations ne soient pas très favorables à l'OTAN n'a rien à voir avec cet oubli collectif, et le sous-entendre peut vous valoir un procès en complotisme par le journal Le Monde. Faites attention. Je pense qu'ils seront heureux d'apprendre que j'ai décidé de les aider à pallier à ce manque de temps, en commençant par rappeler quelques infos importantes. Je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails sur tout, parce que c'est assez long, et il existe déjà des articles et des documentaires très fouillés qui expliquent tout ça très bien. Donc pour chacune de ces infos importantes que je vais pas forcément détailler, je vous mettrai des liens en description si vous voulez vérifier ce que je dis ou creuser le sujet. Je vous invite à aller voir tout ça. Ceci étant dit, commençons. Tout part de la chute de l'URSS en 91 qui débouche sur la création de 15 nouvelles républiques. Si certaines restent proches économiquement et politiquement de la Russie à travers la communauté des États indépendants, dont l'Ukraine, d'autres vont se rapprocher de l'Occident. Ce qu'on appelle chez nous les pays de l'Est vont progressivement rentrer dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne, malgré la promesse faite par Bush père de ne pas étendre l'OTAN à l'Est de l'Allemagne réunifiée. Et pourtant, les élargissements à l'Est auront lieu en 1999, 2004, 2009, puis 2017 et 2020 dans les pays de l'ex-Yougoslavie. S'il n'y a jamais eu d'accord signé, il existe en revanche de nombreux documents qui font état de cette promesse verbale des États-Unis et des Occidentaux en général. Je vous renvoie à l'interview de Roland Dumas par Olivier Berruyer qui explique dans quel contexte cette promesse avait été faite. Il a participé à toutes les réunions. Aujourd'hui, le non-respect de cette promesse est vécu par les Russes comme une trahison et un danger, car les ambitions otaniennes ne se limitent pas à l'élargissement à l'Est. Il s'agit d'empêcher la Russie de reconstituer l'URSS. Donc après le grignotage complet de leur zone d'influence, les Russes craignent aussi qu'on s'attaque à l'unité de leur pays, qui finirait émietté façon Yougoslavie. Понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Или ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чем речь. Ну поймите же вы в конце концов. Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании? Или куда? К нам пришли. И теперь еще говорят, нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Или, бог с ним, не в НАТО, на двусторонней основе будут. Базы и ударные системы вооружений. Ну вот о чем идет речь. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Dans le sens d'une neutralisation de l'influence russe, les États-Unis soutiennent et financent depuis 1991 des groupes politiques pro-européens dans toutes les anciennes républiques soviétiques. Ils le font en général par l'intermédiaire d'ONG comme la Fondation Carnegie, mais on va voir qu'il y en a beaucoup d'autres. En 2013, Victoria Nuland indiquait que ce financement avait dépassé 5 milliards de dollars depuis 1991, rien qu'en Ukraine. En 2000, suite à la mort de Boris Eltsine, Vladimir Poutine est élu à la tête d'une Russie largement tiers-mondisée, qu'il veut remettre sur les bons rails. En 2003, il tente de redynamiser la CEI en lançant le projet d'espace économique unifié, une espèce de zone de libre-échange qui concerne la Russie,
l'Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie. Ce projet est présenté de manière un peu excessive comme un équivalent à l'Union européenne, proposant un autre modèle de développement économique et ayant vocation à s'étendre aux autres pays de l'ex-URSS. La crainte d'un retour de l'URSS est donc bien là, et la réponse de l'Union européenne et des États-Unis ne s'est pas fait attendre. Des révolutions de couleur sur le modèle serbe de 2000 sont organisées, en Géorgie en 2003, en Ukraine en 2004, puis au Kirghizistan et en Biélorussie, mais ces dernières ont globalement foiré. À chaque fois, il s'agit de profiter d'échéances électorales pour dénoncer, à juste titre, les méthodes, la corruption ou les fraudes électorales du gouvernement en place à travers des manifestations globalement pacifiques. À cette fin, des groupes de militants ont été financés et formés par des ONG comme l'Open Society de Soros, le Konrad Adenauer Institute, proche de la CDU, l'ANED, le National Democratic Institute for International Affairs, proche du Parti démocrate, et la Freedom House, proche du gouvernement américain. Je vous invite à aller voir le documentaire de Manon Loiseau, Comment la CIA prépare les révolutions colorées. Vous verrez que tout ça se fait de manière très transparente. Au centre de Tbilissi, l'ambiance monte. L'arrivée de George Bush est annoncée dans 1 heure et plus de 200 000 personnes se sont rassemblées sur l'ancienne place Lénine, rebaptisée Place de la Liberté. Anatoly Lebedko, le Biélorusse, continue sa tournée des sponsors. Nous le retrouvons dans les bureaux de l'IRI, la fondation du sénateur McCain. Au mur, un t-shirt imprimé par la fondation et qui annonce toutes les dates de la grande tournée des révolutions, avec celles déjà faites et les autres marquées TBD, To Be Done, en français, celles à faire. Les prochains sur la liste, c'est nous, les Biélorusses. Les élections sont prévues en 2006. C'est un beau palmarès, non? Les prochains, c'est vous? Oui, c'est sûr, l'année prochaine, c'est pour nous. Pour sa première rencontre avec George Bush, Anatoly ne fera pas partie des invités qui comptent. Il lui reste une révolution à faire pour prétendre au carré VIP. Après avoir vu ce documentaire, vous comprendrez mieux pourquoi certaines ONG, soi-disant militantes des droits de l'homme et de la démocratie, sont chassées de la Russie et d'autres pays non alignés sur les États-Unis. Parce qu'au-delà des critiques légitimes qu'on peut faire à ces différents gouvernements, ces valeurs servent en fait de prétexte à l'avancée d'un agenda géopolitique. Et quand la méthode sournoise ne fonctionne pas, on sort du hangar 80 tonnes de pure démocratie pour aller faire une bonne guerre, pour aller libérer les opprimés. Irak, Libye, Syrie, Afghanistan, c'est sûr que la démocratie se porte mieux dans ces pays maintenant, hein. Très beau bilan. Reprenons. Avant cette révolution orange, de 1994 à janvier 2005, l'Ukraine est présidée par Leonid Kouchma. Il est partisan d'un rapprochement économique et stratégique avec la Russie. Il a répété à plusieurs reprises qu'il était le vassal de la Russie. C'était sur le ton de la plaisanterie, mais ça pose quand même le décor. Viktor Yanukovych, premier ministre de Kouchma de 2002 à 2005, est considéré comme son dauphin. Soutenu par Poutine et les russophones de l'Est de l'Ukraine, il sera le vainqueur contesté de l'élection présidentielle de fin 2004. Suite aux manifestations de la Révolution orange, les Occidentaux font pression pour l'organisation d'un deuxième second tour, qui aboutit cette fois à la victoire de son opposant pro-occidental, Viktor Youtchenko. L'ancien président Kouchma quittera l'Ukraine, par peur d'être inculpé pour des affaires de corruption et d'assassinat d'un journaliste. Quant à Yanukovych, il ne disparaît pas pour autant du paysage politique. Suite à une victoire aux législatives de 2006, il devient Premier ministre, cohabitant avec son opposant issu de la Révolution orange. Révolution dont les chefs ne cessent de se bouffer le nez. Les deux victors partagent la volonté de développer les relations avec l'Union européenne et la Russie en même temps. Ils sont en revanche divisés sur la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. De nouvelles élections anticipées mettront fin à cette cohabitation l'année suivante. Tout ça nous amène en 2010. Viktor Yanukovych se présente à nouveau à la présidence de l'Ukraine et il fait face à des héritiers de la Révolution orange divisés et discrédités dans l'opinion publique. Youtchenko, le président sortant, ne réunira que 5,45% des voix. Yanukovych remportera donc la présidentielle face à Yulia Tymoshenko, autre meneuse de la Révolution orange, qui dénoncera à nouveau des fraudes massives, sans que cela ne débouche sur de nouvelles manifestations, car les Occidentaux considèrent que ces élections avaient été loyales. Tymoshenko aura ensuite des petits ennuis avec la justice pour abus de pouvoir, détournement de fonds, assassinat. Un classique. Il est donc important de noter que Yanukovych est reconnu par toute la planète, et y compris les Occidentaux, comme le président élu démocratiquement de l'Ukraine.
C'est important pour la suite. Comme je le disais, Yanukovych est contre l'intégration de l'OTAN, mais souhaite développer les relations avec l'Union européenne et la Russie en même temps. Une politique contradictoire qui va vite rencontrer ses limites. 3 ans avant son élection, avaient débuté les négociations pour un accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Ce sera l'élément déclencheur de la guerre en Ukraine. Les 2 parties au traité se sont engagés à coopérer et à faire converger leurs politiques économiques, leur législation et leurs règles communes, incluant des droits pour les travailleurs, des étapes vers la suppression des visas, ou encore l'accès à la Banque européenne d'investissement. Il s'agit donc d'une sorte d'accord de libre-échange préalable à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, mais qui entre en contradiction totale avec un autre accord de libre-échange, signé au sein de la communauté des États indépendants. Et comme on ne peut pas être dans 2 systèmes politiques et économiques en même temps, c'est l'heure du choix pour Yanukovych. Et il se trouve que l'accord signé avec l'Union européenne n'est pas franchement intéressant pour l'Ukraine. Déjà, il ne prévoit aucune aide financière, alors que la mise aux standards européens devrait coûter plus de 100 milliards de dollars à l'économie ukrainienne. L'ouverture des frontières va certes permettre de faire des économies sur les taxes à l'importation et de développer les exportations vers l'Union européenne, mais les exportations de qui ? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que les entreprises ukrainiennes peu compétitives vont se faire grand remplacer par les multinationales de l'Ouest qui viendront aussi profiter de la main-d'œuvre pas chère. Donc il s'agit d'un projet d'exploitation complet. Quant au secteur agricole, point fort de l'Ukraine, il est malheureusement le moins ouvert du marché commun, donc il n'y a pas grand intérêt à tirer de ce côté-là. Enfin, il y a aussi des exigences politiques. La libération de Yulia Tymoshenko, considérée comme une prisonnière politique par l'Union européenne, et des réformes sur la gestion de l'État, dans un pays considéré comme l'un des plus corrompus du monde, ce qui n'arrangera pas la classe politique qui profite de ce système. Quant à la libre circulation des personnes, qui est l'espérance majeure des Ukrainiens pro-Union européenne, qui souhaitent pouvoir voyager et travailler dans tout le marché commun, ça ne fait pas partie de l'accord. Et pour finir, le cœur de cet accord implique la perte totale de la souveraineté ukrainienne au profit d'agences supranationales, le Conseil d'association et le Comité sur le commerce, intronisés au-dessus de la Constitution et des lois du pays en tant qu'autorité décisionnelle. C'est donc un projet d'exploitation complet, c'est la démocratie européenne dans toute sa splendeur. Des technocrates non élus qui viennent t'expliquer comment faut gérer ton pays dans l'intérêt des multinationales, évidemment. De son côté, la Russie faisait une proposition nettement plus avantageuse. Outre la levée des barrières douanières avec la Russie, qui représente aussi un marché très important pour l'Ukraine, elle offrait un rabais de 30% sur le prix du gaz et un prêt de 15 milliards de dollars à l'Ukraine, qui était alors au bord du défaut de paiement. Quant aux contreparties, elles seraient négociées plus tard, au fil de l'eau, après les élections de 2015, garantissant à Yanukovych les meilleures conditions pour sa réélection. Le choix était donc évident. Fin novembre 2013, une semaine avant la signature, Yanukovych a mis au panier l'accord d'association avec l'UE qui allait soumettre son pays et détruire son économie. Et il a signé la proposition russe, qui aurait probablement débouché sur une intégration de l'Ukraine à l'Union économique eurasiatique qui verra le jour en 2015. Mais l'Ukraine ne rejoindra jamais l'Union eurasiatique. Immédiatement après son refus de l'accord avec l'Union européenne, la place Maïdan, épicentre de la révolution orange de 2004, se remplit à nouveau de manifestants pro-UE. Et on retrouve les mêmes à la manœuvre qu'en 2004, les ONG sont là. L'International Renaissance Foundation, une antenne de l'Open Society de Soros, organise les manifestations avec l'opposition pro-UE, dont on va découvrir les leaders dans un instant. À nouveau, les diplomates américains et européens apportent leur soutien, leur pression et leur financement. Tout marche comme d'habitude donc, sauf que cette fois il y a un nouveau Pokémon dans la partie. Des groupes néo-nazis participent aux manifestations. Et quand je dis néo-nazis, c'est pas un euphémisme, c'est croix gammée, salut nazi, passion pour le Troisième Reich, etc. Il faut noter que les nazis sont en effet perçus et commémorés dans certains pays de l'Est comme des libérateurs du joug soviétique. Et à ce sujet, la Russie s'amuse régulièrement à mettre le nez des Occidentaux dans leur merde en proposant des résolutions à l'ONU pour condamner ces commémorations, qui sont signées par la quasi-totalité des pays de la planète, sauf les pays de l'Union européenne, qui s'abstiennent par solidarité européenne. Et après, c'est les mêmes qui viennent nous faire la morale sur le barrage à l'extrême droite en France. Ces groupes néo-nazis ne sont pas spécialement pro-Union européenne, certains sont même contre toute intégration, ce sont avant tout des nationalistes qui veulent une Ukraine indépendante et conquérante sur le plan militaire. Par contre, ils sont viscéralement anti-russes, et donc forcément opposés au rapprochement avec la Russie, signé par Yanukovych, qu'ils perçoivent comme un retour de l'URSS, d'où leur présence dans ces manifestations.
Les manifestations commencent fin novembre 2013, et pendant 2 mois, la violence va monter crescendo, alimentée d'abord par la répression du gouvernement. Peu à peu, le manifestant lambda va cesser de venir, et les groupes néo-nazis, n'ayant pas peur de la castagne, vont prendre de plus en plus de place dans la contestation. Après un pic de violence fin janvier 2014, Yanukovych va tenter une sortie de crise un peu plus diplomatique que de taper sur les gens. Les lois répressives contre les manifestants votées à l'occasion de l'Euromaïdan sont abrogées, il y a une amnistie pour les manifestants, et il propose de former un gouvernement avec 2 des 3 leaders du mouvement. Il est donc temps de les rencontrer. Voici donc le premier, Arseny Yatsenyuk, président du parti de Yulia Tymoshenko, député et ancien candidat à la présidentielle de 2010. Il devait devenir Premier ministre. Notons qu'il possède et dirige une fondation qui est financée par l'OTAN et le ministère des Affaires étrangères américain et polonais. Vitali Klitschko, ancien boxeur professionnel et député allié au parti de Yulia Tymoshenko, sa carrière politique est soutenue par l'Allemagne via la fondation Konrad Adenauer. Il devait devenir vice-premier ministre. Ils ont tous 2 refusé la proposition de Yanukovych. Quant au 3e leader de l'opposition, Yanukovych ne lui a rien proposé, puisqu'il s'agit d'Oleg Tyanibok, chef du parti Svoboda à tendance néo-nazie. Ces 3 lascars sont en lien direct avec les États-Unis pour organiser l'Euromaïdan. En décembre, 2 semaines après le début des manifestations, le sénateur McCain est venu faire un discours de soutien aux manifestants pour les encourager dans leur volonté de rejoindre l'Union européenne. Pendant ce temps-là, Victoria Nuland, accompagnée de Jeffrey Piat, l'ambassadeur américain en Ukraine, distribuait des petits pains sur la place Maïdan. Tout ce petit monde a régulièrement tenu réunion pour voir comment il pouvait débloquer la démocratie, comme dirait l'autre. Évidemment, ces leaders ont aussi reçu la visite et le soutien de responsables allemands, canadiens, français et bien sûr de l'Union européenne. Ce parti de l'étranger leur a fourni du soutien politique, évidemment, mais aussi du financement via les ONG pour payer du matériel, des drapeaux, des masques, du fromage, du jambon et peut-être même des armes, et bien sûr pour payer les manifestants qui n'ont pas les moyens de tenir la rue pendant 3 mois sans revenus. Bref, les chefs de l'opposition pro-UE se révèlent être des marionnettes des Occidentaux. Quelle surprise. Donc ils sont pas là pour travailler en bonne intelligence avec Yanukovych dans l'intérêt de l'Ukraine. En fait, ils veulent le dégager pour installer à la place un gouvernement pro-occidental. Et là, il faut rappeler qu'Yanukovych avait été élu démocratiquement, selon les standards occidentaux, il a été reconnu comme tel, et des élections devaient avoir lieu seulement l'année suivante. Donc ils auraient pu attendre les élections et se présenter. Bah non, on va renverser le gouvernement. Suite à cet échec de sortie de crise de fin janvier 2014, les manifestations vont se poursuivre et la violence va encore monter d'un cran. Le gouvernement accuse les manifestants d'en être à l'origine, alors que les manifestants dénoncent des provocateurs payés par le pouvoir. Plusieurs morts de manifestants et de policiers seront à déplorer au début du mois de février. En réponse, le ministère de l'Intérieur dénonce une tentative de coup d'État et autorise les policiers à faire usage de leurs armes. Ce qui nous amène à la journée cruciale du 20 février, où des tirs de snipers vont faire de nombreux morts, parmi les manifestants, mais aussi parmi les policiers, et plus de 500 blessés. Des éléments indiquent qu'une partie des tirs provenait bien des manifestants et tiraient sur les 2 bords en même temps. Il n'est pas impossible que des snipers aient tiré sur les policiers et sur les manifestants pour provoquer la panique et un carnage. Car en effet, ce jour est particulier, au même moment se tenaient des négociations, obtenues d'ailleurs sous la menace de sanctions européennes, entre Yanukovych, les chefs de l'opposition, les ministères des Affaires étrangères allemands, polonais et français, et un représentant de la Russie. Vous pensez bien que le fait qu'il y ait 40 morts parmi les manifestants au matin des négociations, alors que Yanukovych avait promis un cessez-le-feu, ça n'a pas vraiment joué en sa faveur. Le lendemain de ces négociations, 21 février, un accord est signé entre les parties, sauf la Russie, et qui conduira à la libération de Yulia Tymoshenko et à la fuite de Viktor Yanukovych vers la Russie. Je vous fais grâce des détails administratifs.
À partir de là, le champ est libre pour les États-Unis qui vont prendre en main le pays en cohabitation avec les milices néo-nazis. Dans un enregistrement piraté et diffusé par les Russes d'une conversation téléphonique entre Victoria Nuland et Jeffrey Piat, vous savez, ceux qui distribuaient les petits pains sur le Maïdan, eh bien on entend ces deux dirigeants américains sélectionner le prochain gouvernement ukrainien. Alors Tianibok est bien sûr trop sulfureux, Klitschko trop inexpérimenté, mais Yatsenyuk, il est très bien, c'est très bien Yats, c'est un banquier, on prend. Et puis il y a Petro Poroshenko, un milliardaire du chocolat, ancien ministre. Apparemment les gens l'aiment bien et lui font plus confiance qu'au reste de la classe politique. Notons qu'il a aussi soutenu et financé l'Euromaïdan, tout comme il l'avait fait pour la révolution orange de 2004. Il est parfait, on le prend. Et comme par hasard, ils seront tous deux premiers ministres et présidents de l'Ukraine, comme prévu dans l'enregistrement. Tant pis pour la démocratie, c'est pas grave, on leur pardonne, ils sont pro-occidentaux. Bien sûr, cette information n'a pas du tout été traitée dans les médias français et occidentaux en général. Ils ont parlé de l'enregistrement, mais seulement pour s'émouvoir que Victoria Nuland ait dit à l'Union Européenne d'aller se faire foutre. Nul doute qu'ils seront plus loquaces si Poutine s'amuse à choisir le prochain gouvernement ukrainien dans les semaines qui viennent. Alors là, on les entendra chialer sans limite sur les atteintes à la démocratie. Reste plus qu'à régler le problème des milices néo-nazis. Elles ont été bien utiles pour tenir le pavé face à la répression de Yanukovych, et elles serviront encore contre les Russes. Mais elles ont profité de la révolte pour s'emparer de stocks d'armes de la police et de l'armée qu'elles refusent de rendre maintenant. Ce qui peut présenter quelques dangers pour la démocratie. Enfin, pour le maintien du pouvoir occidental, parce que le reste ils s'en foutent. Il est donc temps de rencontrer ces milices. Elles se divisent principalement en 3 groupes. Alors vous avez le parti Svoboda, disons que c'est la frange politicienne. Durant l'Euromaïdan, ils avaient occupé la mairie de Kiev, tapissant les murs de croix gammées, de croix celtiques, et affichant un grand portrait de Stepan Banderas. Il s'agit d'un indépendantiste ukrainien d'extrême droite qui a collaboré avec l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale pour chasser les soviétiques et les juifs. Il paraît que sa brutalité et sa sauvagerie effrayaient même les nazis, lui et ses milices sont responsables de la mort de plus d'1 million de juifs. Il y a quelques semaines, la police contrôlait les accès du bâtiment. Désormais, il faut montrer un document d'identité aux anciens manifestants pour pénétrer dans la mairie de Kiev. Le maire, un proche de Viktor Yanukovych, s'est enfui, introuvable depuis. Et voici désormais les hommes qui occupent son bureau. Ils s'empressent de se cagouler avant de nous parler. On ne vole rien, on ne dégrade rien, on se contente de surveiller et de protéger. N'ayez pas peur, on ne vous agressera pas et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Visiblement très à l'aise dans ce nouvel environnement. Regarde, il y a même une ligne directe avec la présidence. C'est marqué dessus. Allô, monsieur le président ? Ah non, c'est vrai, il n'y a plus de président. Ces hommes disent n'appartenir à aucun parti, impossible de vérifier. Dans l'escalier, nous croisons des employés qui reviennent au bureau sans savoir ce qu'ils vont y trouver. Des bureaux occupés. Nous en avons 2 ici, mais je ne sais pas si on peut entrer. Elle n'est clairement pas rassurée. Désolé, vous ne pouvez pas filmer. Et il y a de quoi. Certains étages sont occupés par des mouvements nationalistes durs. L'entrée du 7e étage est même très explicite avec ses croix gammées. Le mouvement secteur droite, en première ligne de la contestation. Inscription nazie à l'intérieur. Nous sommes priés d'aller voir ailleurs. Ne filmez pas, ok ? Qui dirige la ville ? Nous n'arriverons pas à le savoir. À l'extérieur, pendant ce temps-là, les services publics semblent à nouveau fonctionner normalement. Même si les barricades n'ont pas encore été démontées, la vie reprend progressivement son cours près de la place de l'Indépendance. Les transports en commun, par exemple, ont repris et la sécurité, elle, est toujours assurée par les anciens manifestants. Personne, en revanche, place de l'Indépendance, ne souhaite pour l'heure nettoyer et démonter les barricades désormais inutiles, mais toujours considérées ici comme le symbole de cette contestation victorieuse. Autre groupe néo-nazi, le bataillon Azov. Ça c'est pour ceux qui aiment les treillis. Ils seront intégrés dans l'armée ukrainienne. Leur logo est directement inspiré de la division Das Reich, tristement connue pour le massacre d'Oradour-sur-Glane. Et puis enfin, le Pravi Sector, une sorte de Gestapo qui va se substituer à la police dans de nombreux endroits. Alors eux, leur truc c'est de fliquer les gens, surveiller leurs allées et venues, leur morale, et vont aussi s'attaquer à des journalistes et à des juges.
Cette milice sera responsable du massacre d'Odessa le 2 mai 2014, qui fera plus de 40 morts et 170 blessés dans l'incendie de la maison des syndicats. Les victimes sont des manifestants pro-russes et communistes qui campaient devant ce bâtiment pour protester contre l'Euromaïdan et les politiques anti-russes qui ont suivi. Je vous invite à aller voir le documentaire « Ukraine, les masques de la révolution » de Paul Morera. Il vous présente ces 3 charmantes milices et revient en détail sur le déroulé du massacre d'Odessa. L'accord de fin février, qui met fin à l'Euromaïdan et qui a mené à la fuite de Yanukovych, contenait aussi 2 engagements, signés, je le rappelle, par les observateurs occidentaux, qui s'étaient engagés à les faire respecter. Un gouvernement provisoire d'union nationale devait être nommé et des élections législatives anticipées devaient être organisées. Rien ne sera respecté. Au lieu de ça, Yatsenyuk est nommé Premier ministre par le Parlement, sans nouvelles élections, et bien sûr sans aucune pression extérieure, bien entendu. Les milices néo-nazis manipulées par l'Occident n'ont pas du tout fait pression sur les députés, non. Yatsenyuk va nommer un gouvernement d'union nationale qui n'en a que le nom, puisque la quasi-totalité des ministres viennent en fait des provinces de l'Ouest. Au niveau de la composition, c'est un subtil mélange d'européistes, d'ultralibéraux, de néo-nazis et de voyous. Je vous laisserai aller lire leur pédigré. 4 ministres sont membres du parti Svoboda. D'autres membres de ce parti seront nommés à des postes clés de l'État dès 2014 ou bien par la suite. Notons par exemple la nomination en 2016 d'Andrei Paroubi à la présidence du Parlement. Oh, c'est personne, c'est juste le fondateur en 91 du parti Svoboda, qui s'appelait à l'origine le Parti national-socialiste d'Ukraine. On vous en a pas parlé dans le journal Le Monde ? Oh, c'est dommage. Ce charmant gouvernement, élu par personne et à la légitimité inexistante, va pourtant signer partiellement l'accord d'association avec l'UE sans demander l'avis aux Ukrainiens, et encore moins aux Ukrainiens de l'Est. Bien loin de s'émouvoir de ce manque de démocratie, l'UE est ravie de signer l'accord, et elle en profite pour ouvrir unilatéralement ses frontières aux produits ukrainiens. Et dans la foulée, l'Ukraine espère obtenir un prêt de 15 milliards de dollars du FMI, avec lequel elle est actuellement en négociation. Et oui, les 15 milliards que la Russie ne va pas prêter, il va bien falloir les trouver quelque part si l'Ukraine veut éviter le défaut de paiement. L'organisme international imposera en échange un plan d'austérité. Une hausse du prix du gaz, l'augmentation de l'âge de la retraite et la privatisation des mines publiques sont d'ores et déjà annoncées. Les pauvres Ukrainiens se sont donc bien fait niquer. Vous l'avez compris, c'est le début d'une nouvelle vague de corruption et de pillage du pays par des oligarques locaux et des étrangers occidentaux. Car curieusement, un certain nombre de responsables de la haute administration américaine, comme Nancy Pelosi ou Joe Biden, vont juger bon d'envoyer leur progéniture dans ce pays pauvre pour aller y faire des affaires. On les retrouvera tous mêlés au bout de quelques années à des affaires de corruption en tout genre, à tel point que Joe Biden a dû intervenir pour faire virer un procureur qui enquêtait sur son fils. Celui-ci était membre du conseil d'administration de l'entreprise gazière Burisma. I went over, I guess the 12th, 13th time to Kyiv, and I was supposed to announce that there was another $1 billion loan guarantee. And I had gotten a commitment from Poroshenko and from Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't. So they said they were walking out to press conference. I said, "No," I said, we're not going to give you the $1 billion. They said, "You have no authority. You're not the president." The president said. I said, "Call him." I said, "I'm telling you, you're not getting the $1 billion." I said, "You're not getting the $1 billion. I'm going to be leaving here." And I think it was, 6 hours? I looked, I said, "I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money." Well, son of a bitch. Got fired. And they put in place someone who was solid at the time. Si vous voulez plus de détails sur tous les sujets que je viens d'évoquer, peut-être un peu rapidement, autour de l'Euromaïdan, je vous renvoie aux nombreux articles du blog Les Crises d'Olivier Berruyer. Il y en a une 50aine, faut tout lire. Il a aussi fait une série de documentaires extrêmement détaillés sur l'affaire Burisma, impliquant le fils Biden. Ça peut être le bon moment pour aller voir ça. En mars 2014, Olivier résumait déjà très bien la situation et les risques considérables qu'elle faisait peser sur la paix en Europe.
Et probablement. J'aimerais rebondir sur un ou deux points. Sur le côté impuissance, je partage qu'à moitié. Il n'y a pas une impuissance, il y a une volonté très claire de toute une partie des bureaucrates de Bruxelles d'aller détacher l'Ukraine. Ça a été fait sciemment d'aller faire un accord de partenariat et d'association et de libre-échange avec l'Ukraine. Je rappelle qu'en Ukraine... Attendez, l'accord, c'est ce qui a mis le feu aux poudres. L'accord, il allait être signé à Vilnius fin novembre. Oui, enfin... Attendez, c'est pas enfin. Faut savoir aussi au niveau du libre-échange avec l'Ukraine, le salaire minimal ukrainien, c'est 30% de moins qu'un salaire chinois. Et le salaire moyen, c'est à peu près du même ordre d'idée. Alors faire du libre-échange dans ces conditions-là, il faudrait aussi qu'on demande l'avis aux Européens pour savoir s'ils sont d'accord. Deuxième point, c'est une volonté farouche d'une partie de la Commission d'élargir à outrance l'Union européenne. Ils veulent l'Ukraine, on est en train de négocier avec la Géorgie, traité d'association avec la Géorgie. Je ne sais pas s'ils vont faire l'Afghanistan d'ici 5 ans, mais enfin, c'est quand même délirant. Et la différence entre Bruxelles et le TGV, j'ai envie de dire, pour reprendre ce qu'a dit Herman Van Rompuy, c'est que quand le TGV déraille, au moins il finit par s'arrêter. Ce que ne fait absolument pas Bruxelles. Et c'est extrêmement inquiétant. Je ne sais pas si je peux montrer quelque chose à l'écran. J'espère qu'on va le voir. Oui, pour ceux qui nous voient à la télévision. Oui, je vais décrire pour les autres. C'est pas très compliqué. Ce monsieur est le président du parti Svoboda Liberté, qui a donc le tiers des sièges du gouvernement ukrainien. On le voit faire un très joli salut nazi. Le même monsieur a été mis en 2012 dans le top 10 des antisémites du centre Simon Wiesenthal. Il était avec les Iraniens. Pourquoi ? Parce qu'il a gentiment déclaré, ce monsieur, qu'il fallait purger 400 000 juifs en Ukraine. Il fallait s'attaquer à la mafia juive moscovite. En 2005, il fait une lettre ouverte où il dit qu'il faut stopper les activités criminelles de la juiverie organisée. En 2012, le quart des députés israéliens, 25% de la Knesset, écrit à Martin Schulz au niveau du Parlement européen en disant il ne faut pas s'associer avec ce parti-là qui est un parti néo-nazi. Qu'est-ce qu'on a vu il y a 3 semaines ? On voit Laurent Fabius qui le rencontre et qui négocie avec. Mais c'est quoi ce délire ? C'est ça nos valeurs au niveau de l'Union européenne ? On a un gouvernement putschiste, allez, la dernière. On voit une partie des manifestants, évidemment qu'il y avait plein de manifestants pacifiques. Ça, c'était une partie aussi des forces d'autodéfense des manifestants ukrainiens où on voit quelqu'un avec un fusil en train de tirer sur les forces de l'ordre. Je rappelle que Maïdan, c'est 500 policiers hospitalisés, dont 150 pour des blessures par balle, dont 17 sont morts par balle. Donc vraiment, il y a eu une espèce de coup d'État là-dedans. Je répète que le tiers du gouvernement actuel ukrainien est composé de ces personnes-là, de ces néo-nazis, donc qui ont été rencontrés, qui discutent avec Catherine Ashton, dont on parlait tout à l'heure. On trouve ça normal. Moi, c'est sûr que je comprends un petit peu les Russes. Cette idéologie-là, ça fait 27 millions de morts en Russie. On a un peu tendance à l'oublier. C'est sûr qu'ils sont un petit peu sensibles sur la question. Au lieu d'avoir une attitude équilibrée là-dedans, comme le demande Kissinger, comme le demande Hélène Carrère d'Ancos il y a encore quelques jours sur BFM, comme le demande Hubert Védrine, c'est-à-dire quelle est la position de l'Ukraine quand on regarde un petit peu, c'est un pays extrêmement éclaté à l'intérieur. Il y a l'Ouest qui est vraiment pro-occidental. Malheureusement, les néo-nazis sont aussi dans cette partie-là. Il y a l'Est qui est pro-russe. Évidemment que la solution d'équilibre, c'est de dire que ce pays-là doit être, entre guillemets, finlandisé, doit rester neutre et ne doit absolument pas intégrer un camp ou l'autre, ou en tout cas, il doit y avoir des discussions en commun sur ce sujet-là. Est-ce qu'on fait ça ? Pas du tout. Qu'a dit Catherine Ashton ? Qu'on allait dardard signer avec ce gouvernement totalement illégitime un accord d'association avec l'Union européenne sans demander aux Ukrainiens ce qu'ils en pensent. Mais on est en plein délire. Est-ce qu'ils ont décidé de fêter le centenaire de 1914 en nous foutant de nouveau le feu en Europe ? Parce qu'en Ukraine, il y a ce qu'il faut pour faire une nouvelle Yougoslavie quand même. C'est le pays le plus peuplé, c'est le pays le plus vaste d'Europe, et ils ont quand même 50 millions d'habitants. On agit là-dedans avec une... sans voir toutes les conséquences terrifiantes qu'il y a là-dessus. J'ai pas envie, moi, d'arriver à montrer que l'Europe, c'est la guerre maintenant. Et malheureusement, si on n'arrête pas cette frange intégriste à Bruxelles, si les gouvernements, et là je vous rejoins, les gouvernements doivent reprendre la main là-dessus pour essayer de remettre un petit peu d'équilibre là-dedans et de ne pas mettre le feu aux poudres. Parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que derrière, maintenant, il y ait le feu en Ukraine de l'Est. Comme le rappelle Olivier, l'Ukraine est un pays très divisé, entre pro-occidental à l'ouest et pro-russe à l'est. Les cartes des résultats électoraux sont parlantes à ce sujet. Voici les résultats obtenus au second tour par Viktor Yanukovych en 2010. Le candidat pro-russe obtient entre 75 et 90% des voix dans les régions russophones. Mais il n'obtient pas la majorité dans le reste du pays et peine à dépasser 10% dans les 3 régions de la Galicie à l'ouest. Ces mêmes 3 régions où Svoboda a fait plus de 30% aux élections législatives qui ont suivi en 2012. En revanche, ce parti n'a fait qu'entre 1 et 5% dans les régions russophones.
Autant dire que les Ukrainiens de l'Est, sûrement satisfaits du rapprochement avec la Russie, n'étaient pas fans du coup d'État de l'Euromaïdan et de sa revendication pro-UE. Pas fans non plus de voir Svoboda prendre de plus en plus de poids politique dans le pays. Et vraiment pas fans de l'une des premières lois votées par le Parlement suite au coup d'État, le 23 février 2014. Ils ont tout simplement abrogé la loi sur les langues régionales, retirant le statut de langue officielle à toutes les langues régionales, dont le russe. Un grand nombre de russophones qui ne parlent pas ukrainien, donc à peu près 12% de la population quand même, allaient devenir des citoyens de seconde zone, incapables de comprendre les documents administratifs de leur pays, interdits de fait de postuler dans l'administration, l'école publique ne se ferait qu'en ukrainien, etc. Tout ça s'inscrit dans un projet plus global de dérussification de l'Ukraine, qui n'a pas été une politique très sympathique envers les russophones. En réaction, des manifestations anti-Maïdan sont organisées dans plusieurs grandes villes de l'Ouest et vont prendre une tournure particulière en Crimée et dans le Donbass. La Crimée a en effet une histoire un peu particulière, puisqu'il s'agit d'un territoire russe offert en cadeau à l'Ukraine par des gens qui pensaient que l'URSS existerait pour toujours et que les frontières intérieures n'avaient pas grande importance. À la chute de l'URSS, la Crimée s'est donc retrouvée hors de Russie et on a créé un statut spécial pour Sébastopol qui a une importance stratégique pour la Russie, puisqu'on y trouve son seul port militaire en mer chaude. Vu la tournure des événements en Ukraine, la Russie va décider d'intervenir en Crimée. Dans un mélange de soulèvement populaire et d'invasion militaire, la Russie va annexer la Crimée en 2 semaines. Un référendum organisé le 16 mars dans des conditions forcément douteuses rassemblera 96% des voix pour un rattachement à la Russie. Cela correspond quand même à un souhait majoritaire de la population qui ne s'est jamais plaint de ce rattachement, si on met à part la minorité tatare, très largement opposée à cette annexion pour des histoires de persécution du temps de l'URSS. Cette annexion a marqué le début de la politique de sanctions occidentales, prise d'ailleurs en violation totale du droit international. En fait, les États-Unis se sont servis de l'Europe pour mener une guerre économique à la Russie, puisque, comme par hasard, les sanctions gênaient bien plus les Européens que les Américains. Et ça continue aujourd'hui avec l'embargo sur le gaz. La question de savoir si nous voulons des relations sur un pied d'égalité avec l'Occident? Oui, bien sûr, mais seulement à condition que nos intérêts nationaux soient respectés, aussi bien dans le domaine de la sécurité que dans le domaine de l'économie. Pendant environ 19 ans, nous avons négocié l'entrée de la Russie à l'OMC. Nous avons dû faire énormément de concessions pour cela. Et tout le temps, on a pensé qu'il s'agissait d'accords vraiment solides, inébranlables. Je ne veux pas dire qui a tort ou qui a raison dans ce conflit ukrainien. Je pense que c'est notre position qui est la bonne. Mais laissons ça de côté. J'en ai parlé déjà plusieurs fois et je pense que nos partenaires occidentaux ont tort en ce qui concerne la crise ukrainienne. Donc nous avons adhéré à l'OMC. Là, il y a des règles commerciales solides. Ces règles ont été violées. Les règles du droit international ont été violées et les règles de la Charte des Nations Unies ont été violées lorsque des sanctions économiques illégitimes et unilatérales ont été infligées à la Russie. Est-ce de nouveau nous qui avons tort? Nous voulons entretenir des relations tout à fait normales avec l'Occident dans le domaine de la sécurité, dans la lutte contre le terrorisme, dans le domaine de la non-prolifération des armes nucléaires. Nous voulons collaborer dans le domaine de la lutte contre la drogue, contre le crime organisé et pour la prévention des maladies infectieuses, y compris le virus Ebola. Tout cela, nous allons le faire ensemble, y compris dans le domaine économique, si nos partenaires occidentaux veulent bien. Cette politique a été un vaste échec pour l'OTAN, puisque les Russes ont profité des sanctions et des contre-sanctions qu'ils ont appliquées ensuite pour développer leur économie dans des secteurs qui étaient un peu laissés à l'abandon, notamment dans l'agriculture et l'agroalimentaire. L'Ukraine, comptant de très nombreux déserteurs dans ses rangs, a été obligée de reculer et de laisser l'annexion se faire. Mais en représailles, le nouveau gouvernement décide de couper l'approvisionnement en eau via le canal de Crimée du Nord, qui subvient quand même à 90% des besoins en eau potable de la presqu'île. L'eau potable va être utilisée comme un levier de pression dans les négociations politiques, et tant pis pour les populations locales qui souffrent du manque d'eau, notamment pour l'agriculture. La catastrophe humanitaire ne sera évitée que par une météo clémente et une politique de rationnement, et plus tard par la construction du pont de Crimée. Dans le documentaire de Paul Morera, vous pourrez voir que le Pravi Sector s'était octroyé le droit d'organiser un blocus de la frontière avec la Crimée. Il contrôlait les allées et venues pour bloquer tout ravitaillement.
Donc non content d'essayer de faire crever de soif les gens, il voulait aussi les faire crever de faim. Mais il y a pire, puisque de son côté le Donbass aura moins de chance. 2-3 semaines après l'annexion de la Crimée, les manifestations anti-Maïdan vont se transformer en insurrection armée contre le gouvernement de Kiev. Ça débouchera sur la proclamation de la République populaire de Donetsk le 7 avril, puis la République populaire de Lugansk le 11 mai. Début mai, l'armée ukrainienne intervient dans la zone, accompagnée du bataillon Azov et du corps des volontaires ukrainiens, une émanation du Pravi Sector. Ils vont combattre une insurrection soutenue matériellement par la Russie. L'armée ukrainienne présente sur place, contenant donc une majorité de russophobes venus de l'Est, ils vont traiter les civils sur place comme des ennemis, n'hésitant pas à les bombarder et à les harceler de toutes les façons possibles dans leur quotidien. Et quand je dis harceler, c'est un euphémisme. On peut citer le cas extrême du bataillon Tornado, qui va se distinguer par un usage systématique du pillage, du viol et de la torture sur des personnes soupçonnées d'être des séparatistes, ou pour obtenir des informations. Kiev n'aura pas d'autre choix que de dissoudre cette unité sous la pression internationale, vu que ces abrutis ont filmé leurs exactions. Pour le reste, je vous renvoie au documentaire Donbass d'Anne-Laure Bonnel, qui est allé recueillir le témoignage des civils début 2015, après qu'ils aient passé 8 mois à vivre dans des caves à cause des bombardements de Kiev. En effet, le président Petro Porochenko, présélectionné par les Américains, sera élu en juin 2014, donc juste après les insurrections. Il va prononcer un discours au sujet de la crise dans le Donbass et de sa vision d'un règlement du problème. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи і до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Porochenko, puis son successeur Zelensky, qu'on nous présente aujourd'hui comme des héros protégeant le peuple ukrainien de l'invasion russe, ont en fait bombardé leur peuple pendant 8 ans, sans que cela ne suscite la moindre émotion dans nos belles démocraties attachées aux droits de l'homme. Il est amusant de voir aujourd'hui le PNJ se réveiller sur ordre des médias pour venir en aide au petit peuple ukrainien, et ça étale sa moraline partout où ça peut, hein. C'est charmant, mais on s'occupera de ces connards dans une autre vidéo où je vous présenterai ma recette de cuisine préférée, l'hypocrite en croûte de sel. Au cours de ces 8 années de guerre dans le Donbass, la seule porte de sortie vers la paix ont été les accords de Minsk de 2015. 13 points qui devaient permettre de restaurer les frontières de l'Ukraine, donner plus d'autonomie aux provinces de Donetsk par une décentralisation du pays, amnistier les insurgés, organiser un cessez-le-feu, retrait des troupes étrangères, etc. Ces accords sont signés par l'Ukraine, la Russie, les représentants des 2 provinces rebelles, ainsi que par la France et l'Allemagne qui jouent un rôle de médiateur. C'est ce qu'on appelle le format Normandie, vous avez peut-être entendu cette expression dans les médias. Ces accords vont au moins permettre une diminution de la violence dans le Donbass, mais les cessez-le-feu prononcés régulièrement seront systématiquement violés par les 2 parties. Et il n'y aura jamais vraiment d'avancée sur le reste des points de l'accord qui se résument à des intentions peu précises et sans calendrier. Donc, chacun veut que l'autre applique d'abord les points contraignants de l'accord avant de faire sa partie. Chacun prétend que ses actes dans la zone sont légitimes et correspondent à l'esprit de l'accord, alors que la partie adverse n'est pas de cet avis. En somme, on tourne en rond. Il ne faut pas voir les accords de Minsk comme un contrat, listant une série de choses suffisamment précises pour qu'on puisse dire à la fin qui a tenu ses engagements ou pas. Un certain nombre de points sont complètement ambigus et laissent à interprétation, et d'autres sont carrément inapplicables. Restaurer les frontières de l'Ukraine, ça implique un retour de la Crimée dans l'Ukraine, et ça n'arrivera jamais. La décentralisation du pouvoir en Ukraine par un amendement de la Constitution, ça nécessite un accord des 2/3 du Parlement qui n'a jamais été obtenu, parce que cela mettrait l'Ukraine dans les mains de la Russie, du fait de la prépondérance économique et démographique des régions pro-russes. Bien que celle-ci soit en train de se détacher du pays dernièrement. Il apparaît clairement que la Russie, outre qu'elle exige l'autonomie du Donbass, s'emploie à relancer la vieille idée de faire de l'Ukraine une fédération, où des décisions stratégiques comme l'adhésion à l'Union européenne ou à l'OTAN seraient impossibles sans l'accord de tous les membres, le but étant de s'ingérer dans les affaires de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky se fait élire en 2019 sur une promesse de paix dans le Donbass. Ce n'est pas un échec, ça n'a pas marché.
car en effet, son élection sera l'occasion d'organiser une nouvelle réunion au format Normandie en décembre, pour essayer de relancer les accords de Minsk. Il y aura d'ailleurs une nouvelle tentative du même type juste avant l'invasion russe en 2022, avec une très belle mise en scène de Macron. J'ai un peu l'impression que ces discussions ont surtout montré que les compromis étaient impossibles. Pour reprendre l'exemple de la Crimée, on est d'accord qu'elle est soit russe, soit ukrainienne. Ça peut pas être les deux en même temps, sauf si on s'appelle Macron. Et si aucune des parties n'est prête à lâcher le morceau, il peut pas y avoir de paix possible. À partir de là, il y a que deux solutions pour résoudre totalement le conflit. Soit l'Ukraine reprend le Donbass et la Crimée par la force, soit c'est la Russie qui éclate l'Ukraine. Les deux parties semblent s'être orientées vers des méthodes de résolution des conflits un peu moins basées sur les stylos et un peu plus sur les tanks. À l'été 2021, l'Ukraine va torpiller le processus de discussion sur les accords de Minsk, et la Russie va l'accuser de préparer une attaque d'envergure pour récupérer le Donbass. 60 000 soldats ukrainiens auraient été envoyés dans la zone. En parallèle, la Russie va masser ses troupes à la frontière, et l'Ukraine va l'accuser de préparer une invasion du pays pour la fin janvier. Ce qui est totalement faux, ce sera pour la fin février. La plupart des observateurs pensaient que Poutine se contenterait d'annexer le Donbass, mais à la surprise générale, il a lancé une invasion de l'Ukraine sur 3 fronts, avec l'intention de régler totalement le problème par une solution russe. Dans le discours d'une petite demi-heure qui a été publié le jour de l'invasion, et que je vous recommande d'aller voir, il donne les motifs et les objectifs de guerre. Alors premièrement, il s'agit bien sûr d'empêcher une nouvelle extension de l'OTAN vers l'Est. L'intégration de la Biélorussie et de l'Ukraine dans l'OTAN ou dans l'UE est un motif de guerre pour la Russie. Ça c'est une ligne rouge que Poutine a fixée depuis 2007 dans son discours de Munich. On peut ne pas l'écouter, mais faut pas se plaindre du résultat. Ensuite, il y a bien sûr la défense des populations locales, qui subissent selon lui un génocide. Le terme est toutefois excessif, bien qu'il y ait des personnes en Ukraine pour proposer une épuration ethnique de ces territoires. Par contre, on a vu que l'Ukraine préparait une offensive majeure dans le Donbass, donc effectivement ça n'aurait pas arrangé la vie des populations locales. Troisième objectif, dénazification et démilitarisation de l'Ukraine. Alors là, il faut quand même noter que l'Ukraine n'est pas un pays nazi. Après ses bons scores en 2012, le parti Svoboda a pris une tôle en 2019. Donc les milices nazies et leur idéologie sont en fait minoritaires dans le pays, mais de par la terreur qu'elles font régner et leur utilité pour aller casser du russe, elles ont un point important dans la gestion du pays, et certains de leurs membres occupent des postes très importants dans l'administration. Donc ça doit être ces gens-là que Poutine veut dégager. Et enfin, dernier point, il faut interpréter un petit peu ce qu'il dit, mais il semble que la finalité de cette guerre soit de transformer l'Ukraine en fédération, afin de pouvoir bloquer toute possibilité d'intégration de ce pays dans l'OTAN ou dans l'Union européenne, puisqu'il faudra obtenir l'unanimité des régions. Mais selon le déroulé des événements, peut-être qu'on nous ressortira d'un tiroir le projet de Nouvelle Russie qui prévoit un découpage du pays. Et dans son discours, lui aussi nous sort les violons de la démocratie et du respect des peuples à l'autodétermination. À deux doigts de nous expliquer qu'il a envahi l'Ukraine pour organiser un référendum. Ça m'étonnerait pas qu'il le fasse, en fait. Alors oui, la guerre, c'est mal, et certains s'arrêteront à ça. Mais on ne peut pas dénoncer l'invasion russe sans dénoncer les motifs qui ont conduit à cette invasion et que les médias ont consciencieusement oublié de nous expliquer. Par manque de temps, manque de temps. Les responsables des guerres ne sont pas ceux qui les déclenchent, mais ceux qui les rendent inévitables. Le mépris des Occidentaux pour les demandes et les intérêts russes, leur non-respect de leurs promesses envers la Russie, leurs ingérences répétées en Ukraine et surtout le coup d'État de l'Euromaïdan ont causé la guerre et ont rendu inévitable l'invasion russe. Je rappelle quand même que ce coup d'État a été fomenté pour forcer ce pays à rentrer dans l'Union européenne, sans référendum et sans nouvelles élections sur le sujet. Qu'on vienne plus me dire que faire l'Europe c'est faire la paix, parce qu'aujourd'hui l'Union européenne cause des guerres pour s'étendre. Qu'on ne vienne pas me dire non plus que la Russie s'attaque à une décision démocratique de l'Ukraine de rejoindre l'UE. Ça c'est du bidon. Faut arrêter maintenant avec ces histoires de démocratie, il s'agit pas de ça. Il s'agit de deux puissances qui s'affrontent pour la défense de leurs intérêts. Dans ce conflit précis, l'OTAN tient le rôle d'agresseur et la Russie de défenseur, même si c'est la Russie qui envahit l'Ukraine. Parce qu'en fait c'est la Russie contre l'OTAN, et l'Ukraine là-dedans c'est qu'un décor. Il faut pas confondre les joueurs d'échecs et le plateau de jeu. Puis il y a les pions aussi. Sans le coup d'État de l'Euromaïdan, aujourd'hui la Crimée et le Donbass seraient toujours en Ukraine. Donc c'est bien l'OTAN qui fout le bordel, et la Russie qui réagit après. Et elle a su saisir la balle au bond pour transformer une menace en opportunité pour elle. Aujourd'hui son invasion rebat les cartes et fait passer l'OTAN en posture défensive. Avant il s'agissait de conquérir du terrain pour l'OTAN, et maintenant il s'agit de ne pas reculer.
La suite de l'histoire reste à écrire. Les populations là-dedans ne sont que des fourmis sous les pieds des géants. Ce sont des pions ou des victimes. Agitées par la peur, la compassion ou le patriotisme, elles vont se battre pour des intérêts qui les dépassent en pensant défendre des valeurs. Les victimes dans le Donbass hier, les victimes dans le reste de l'Ukraine aujourd'hui, et nous autres, dans une moindre mesure, qui allons être impactés par les conséquences de ce conflit, n'avons rien à y gagner et tout à y perdre. D'ailleurs, on nous a rien demandé. Vous êtes d'accord pour que l'Ukraine entre dans l'Union européenne et dans l'OTAN ? C'est probablement la première fois que vous vous posez la question. On nous a pas demandé notre avis, mais c'est à nous d'assumer les conséquences. C'est à nous de mettre un pull, faut donner de l'argent, faut accueillir les réfugiés, faut même aller se battre. Alors oui, maintenant que le dentifrice est sorti du tube, il va bien falloir assumer certaines conséquences. Mais vous devez comprendre que la meilleure façon d'assurer la paix, si c'est ce qui vous intéresse, ce n'est pas de provoquer davantage les Russes. La première chose à faire, c'est de demander des comptes à ceux qui ont foutu le bordel à l'origine en 2014 et qui ont jeté de l'huile sur le feu pendant 8 ans. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra dire aux Russes de se calmer. Mais au lieu d'avoir cette position équilibrée, un certain nombre de personnes se croient plus dignes et nobles de suivre des criminels de guerre dans leur croisade contre les Russes comme des moutons à l'abattoir. Mais c'est pour la paix, c'est pour la démocratie, c'est pour l'Europe. Ça mérite bien une bonne guerre. Je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo jusqu'au bout. Vous devinerez qu'elle m'a demandé beaucoup de travail et d'efforts auxquels vous pouvez contribuer via Tipeee. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre boutique d'artisanat. On vient de référencer du café et du thé de la meilleure qualité, comme d'habitude. Mais je vous en reparlerai sans doute dans de meilleures circonstances. Sur ce, à la prochaine.